Abderrahim Bouzelmat, Sofiane Méziani, De l'homme à Dieu. Voyage au cœur de la philosophie et de la littérature, aux éditions El Boraq. Chapitre 6 de la liberté. Abderrahim Bouzelmat. Inaugurons ici une discussion sur l'un des sujets les plus ardus dans l'exercice philosophique, la question de la liberté. Ouvrant la devise de la triade républicaine, liberté, égalité, fraternité, ces 7 lettres renferment en leur sein des siècles de lutte et de sang. Jamais une question n'a autant passionné l'homme que celle de la liberté. Et aujourd'hui, ceux qui pensent l'avoir gagnée réalisent combien le combat pour la préserver est périlleux. Pourtant, en France et plus largement en Occident, monde dit affranchi, les philosophes restent sceptiques et s'interrogent encore sur la condition de citoyens qui se disent libres tout en répondant mécaniquement à des réflexes de consommation orientés dans les sens les plus absurdes. Prenons pour point de départ à cette discussion la question de la liberté en matière de choix, et nous cheminerons ensuite par ailleurs. René Girard a expliqué dans Mensonges romantiques et vérités romanesques combien justement notre apparente liberté en matière de choix était un leurre. Nous ne choisissons que ce que les autres choisissent. Autrement dit, on ne choisit plus pour nous-mêmes. Ce sont les autres qui le font à notre place. Les phénomènes de mode en sont la démonstration la plus cruelle. Mais en réalité, cela se passe à peu près comme cela à l'échelle de toute la société. Nous souhaitons tous une maison avec piscine, les marques allemandes en matière de voitures, les mêmes professions, les mêmes universités pour nos enfants, jusqu'à la marque de nos sous-vêtements. Ce sont encore les autres qui choisissent pour nous. Nous l'acceptons malgré nos discours d'indignation. L'explosion d'Internet a encore exacerbé cet état, et cela semble s'accélérer avec l'apparition des réseaux sociaux. Partant de ce que les autres aiment, nous faisons nos choix en toute liberté. La fameuse lettre de Montesquieu sur les phénomènes de mode au XVIIIe siècle montre bien tout le circuit pernicieux pris par la mode pour fasciner le peuple et faire adhérer de gré les sujets à une forme de capitulation morale. Ouvrez les guillemets. Le prince imprime le caractère de son esprit à la cour à la ville aux provinces. L'âme du souverain est un moule qui donne la forme à tous les autres. Fermez les guillemets. Finalement, à peine actualisée, cette lettre de Montesquieu pourrait très bien décrire tout le problème de notre époque. Les magazines sur la vie des stars qui poussent comme des champignons montrent bien que nous vivons à nouveau une époque d'idolâtrie. Ce n'est plus un prince qui imprime son caractère, mais une foule de petites idoles qui nous font mal, car on ne peut leur ressembler en dépit de toute la torture qu'on peut s'infliger. À cet effet, Étienne de la Boétie, figure marquante de la Renaissance, pose dès les lignes augurales de son discours de la servitude volontaire cette terrible question. Pourquoi tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations endurent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne? Fermez les guillemets. Au XVIe siècle, à l'âge de 18 ans seulement, ce grand ami de Montaigne avait vu juste. Le paradoxe de l'homme, c'est d'accepter un état de servitude, alors que sa nature même exigerait la liberté. La Boétie parle dans son texte d'être fasciné et pour ainsi dire ensorcelé par le seul nom d'un, pour se livrer à lui pieds et poings liés. Il semble bien que notre époque nous appelle de nouveau à relire l'essai de la Boétie, tant la pertinence y est vive et la clarté singulière. Ouvrez les guillemets. Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libre, dit-il simplement. Fermez les guillemets. Toujours dans cet essai qui s'avale en quelques minutes et se digère tout au long de la vie, le jeune auteur livre pour explication essentielle à cette servitude volontaire le principal fléau, l'habitude. Ainsi, nous le citons, les théâtres, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, la compensation de leur liberté ravie, les instruments de la tyrannie. Fin de citation. On le voit bien, le terme drogue est appliqué et il n'est pas trop fort.
Le peuple qui commence toujours par dénoncer les orientations funestes de certains projets, manifestement dressés à lobotomiser le cerveau, finit avec l'habitude par les accepter, les intégrer pleinement, pour enfin les défendre. Il est donc étonnant de voir à quel point les méthodes pour subjuguer le peuple à travers les âges et les réponses mécaniques des sujets demeurent quasi analogues. Pour échapper à la censure, la Boétie prétend analyser les époques de jadis, mais le présent de vérité générale qu'il utilise dans certaines formules montre assez que, finalement, les époques se ressemblent toutes, et le peuple demeure le même. Ouvrez les guillemets. Le peuple a toujours ainsi fabriqué lui-même les mensonges pour y ajouter ensuite une foi stupide. Fermez les guillemets. Le peuple, né avec le sentiment de la liberté, finit paradoxalement avec les mauvaises habitudes par choisir l'asservissement et prendre le joug. Sofiane Méziani. Ta conclusion fait écho à la célèbre citation de Rousseau qui ouvre le contrat social. Ouvrez les guillemets. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. Fermez les guillemets. La liberté est sans doute l'une des plus grandes illusions de notre temps. Plus encore, jamais l'être humain n'a été aussi asservi que sous l'égide du libéralisme. Le paradoxe est patent en effet. Permets-moi au préalable de mettre en relief ton constat de départ parce qu'il en dit long sur l'avènement de ce que Marcus appelait l'homme unidimensionnel. Cet individu soumis à la dictature du consensus et de l'uniformisation et constituant l'une des pointes de la base du désir triangulaire dont la société est le sommet. L'époque de la société du dressage est révolue, cela va sans dire. Michel Foucault s'était efforcé d'en surveiller et punir, de faire la généalogie de la morale moderne, en mettant en exergue la manière dont nous nous sommes passés de la sanction physique, avec toute la cruauté qui en découle, à une pénalité incorporelle. Cette évolution est, selon Foucault, marquée par un élément en particulier, la disparition de la douleur et des supplices. Le châtiment est passé d'un art des sensations insupportables à une économie des droits suspendus. Ainsi, les surveillants, les éducateurs, les aumôniers, les psychologues prennent la relève du bourreau. On entre dans l'âge de la sobriété punitive. La peine tient ainsi davantage à redresser, guérir, qu'à punir. Cependant, la société de la discipline décrite par Foucault, constituée de prisons, d'asiles, d'usines et de casernes, n'est plus d'actualité. Elle a été convertie en une société de la performance, celle des centres commerciaux, des salles de fitness, des banques, etc. Il ne s'agit plus, comme le soulève l'essayiste Byung-Chul Han, de fabriquer des sujets obéissants, mais des sujets performants. Pouvoir est le verbe positif caractérisant l'actuelle société, remplaçant ainsi celui de devoir, propre à la société de l'ordre. L'interdit étant un véritable frein à la productivité, il fallait doter le sujet d'un pouvoir et d'une liberté sans limite pour créer davantage de profit. L'idée de liberté et l'abolition des interdits tendent, autrement dit, à augmenter le rendement. La conscience humaine a ainsi été restructurée, reconfigurée, si j'ose dire, de telle sorte à répondre aux exigences d'un capitalisme ravageur. Ici, il ne s'agit plus d'une soumission consentie à un tiers, comme s'en étonnait Étienne de la Boétie, mais d'une exploitation volontaire de soi-même dans un sentiment trompeur de liberté. Par conséquent, cette forme de souveraineté exacerbée confronte très vite l'individu à ses propres limites et à ses échecs face à l'immaîtrisable, provoquant ainsi frustration, fatigue, burn-out et surtout dépression. Cette liberté oppressive, faut-il noter au passage, conduit à un appauvrissement intérieur du sujet et plus profondément à l'éclatement de l'individu. C'est ainsi que de nos jours, comme le remarque encore une fois Byung-Chul Han, nous avons davantage affaire à des infarctus et à des maladies neuronales qu'à des infections et à des maladies virales. Désormais, l'être humain cherche des limites à sa liberté pour trouver ses repères et surtout se retrouver dans le désert vertigineux de la société moderne. La société d'aujourd'hui, disais-je, s'est débarrassée de l'interdit et de la règle pour faire l'apologie des désirs et des penchants humains. La liberté, au fond, dans cette société libérale, est davantage un principe capitaliste qu'une valeur républicaine. C'est, somme toute, un instrument de rentabilité, une véritable source de profit.
Mai 68 a été d'ailleurs un moment décisif et paradoxal dans cette conversion sociale, voire sociétale. La pensée 68, pour reprendre l'expression de Ferry et Renaud, visait, à travers tout un travail de déconstruction hérité de Marx, Nietzsche, Freud et Heidegger, à rompre avec la tradition et à remettre en cause l'humanisme républicain. La vieille école de la République, avec sa morale du travail et de l'effort, apparaît aux yeux des acteurs de 68 comme une répression bourgeoise et se voit ainsi abolie et remplacée par une pédagogie privilégiant le jeu et l'autonomie. On assiste par ailleurs à un véritable rejet de l'autorité et de l'ordre. Il est interdit d'interdire, dira en ce sens le célèbre slogan de mai 68. Néanmoins, et c'est précisément là qu'apparaît le paradoxe de cet événement historique, cette déconstruction des valeurs traditionnelles et républicaines par l'invention d'un nouvel idéal de vie animé par des jeunes gens utopistes, révolutionnaires, anarchistes, fut en réalité motivée par l'objet de leur propre contestation, le capitalisme. La vie bohème, sans règles ni discipline, n'a fait au fond qu'alimenter le libéralisme économique. En effet, si nous étions encore tenus par la morale des anciens qui se contentaient de peu et vivaient dans la sobriété, nous ne serions pas aussi livrés à la consommation addictive. Ouvrez les guillemets. Sous le pavé de 1968, il n'y avait pas les plages, mais la mondialisation libérale. Fermez les guillemets. Pour dire les choses simplement, ces révolutionnaires de gauche de mai 68 n'ont fait en somme que servir la soupe des bourgeois et des capitalistes qu'ils critiquaient en abolissant toutes les limites éthiques. Ce n'est pas étonnant au passage que la pensée 68, représentée notamment par Derrida, Foucault, Bourdieu, devint une véritable mode philosophique au pays du capitalisme triomphant, les États-Unis. Cette tyrannie de la liberté exacerbée, qui poussait à son paroxysme, n'en est plus une vérité. N'a fait au demeurant qu'assujettir l'individu à la logique de la consommation à outrance en supprimant toutes les limites faisant obstacle à l'assouvissement rentable des désirs de l'individu. Pour dire les choses autrement, la liberté dans cette société libérale est un joli masque qui dissimule une des plus sombres dictatures, celle du marché. Abderrahim Bouzelmat. Tu établis une comparaison entre l'ancienne société et la nôtre, mettant en évidence que le changement est fondamental. Tu as raison. Benjamin Constant, dans De l'esprit de conquête et d'usurpation, publié en 1814, mettait déjà en évidence que si dans l'Antiquité l'individu manifestait sa liberté en participant activement au pouvoir collectif, désormais c'est surtout dans le domaine privé que ce même individu exerce sa liberté. On parle aujourd'hui justement des restrictions des libertés individuelles, et ce n'est pas un leurre. À ce propos, Pierre Leroux écrivait à la suite de Constant que, ouvrez les guillemets, « L'homme ne peut remettre aux mains de l'État ni sa pensée, ni son amour, ni ses amitiés, ni la direction de son travail, ni le fruit de son travail, en un mot, une multitude d'actes qui constituent sa personnalité. » Fermez les guillemets. Plus haut, tu cites le contrat social de Rousseau, où il s'agit beaucoup de la question de liberté. Leroux et Constant, comme le soulève Bruno Viard dans son anthologie de Pierre Leroux, condamnent fermement cette œuvre dans laquelle Rousseau explique qu'on forcera le citoyen à être libre. Leroux avait été d'une ironie cinglante à l'égard de Rousseau et de son contrat social. Ouvrez les guillemets. Cette façon de forcer les gens à être libres me paraît ressembler furieusement aux mots du bourreau de Don Carlos qui lui disait à l'oreille en l'assassinant « Sire, c'est pour votre bien ». C'est se moquer de la raison humaine que de raisonner ainsi. C'est ce mauvais raisonnement qui a servi à légitimer la guillotine. Fermez les guillemets. Constant, dans Principes de politique, publié en 1815, était allé encore plus loin. Ouvrez les guillemets. Rousseau a méconnu cette vérité. Son erreur a fait de son contrat social, si souvent invoqué en faveur de la liberté, le plus terrible auxiliaire de tous les genres de despotisme. Fermez les guillemets. Enfin, et pour aller dans le même sens, Jean Jaurès affirmait à l'attention de ceux qui invoquaient l'argument de la guerre en faveur de la liberté, ouvrez les guillemets, « Donner la liberté au monde par la force est une étrange entreprise pleine de chances mauvaises. En la donnant, on la retire. » Fermez les guillemets. En effet, le problème de Rousseau, c'est qu'il parle de forcer, ce qui est une forme de despotisme.
En effet, n'est-ce pas être totalitaire que de forcer quelqu'un à la liberté? Rousseau, contrairement à Leroux, n'avait peut-être pas anticipé les dérives de notre société qui s'est mise réellement à forcer les gens à être libres, allant jusqu'à leur ôter leur droit de disposer d'eux-mêmes et de leur choix en matière de pensée et de vêtements. Face à cette répression, sous couvert d'imposer la liberté, il reste à l'homme la résistance qui doit passer nécessairement par une conscience et connaissance active de ce que recouvre ce terme de liberté individuelle et qui reste avant tout une espèce de travail à parfaire et à protéger. La liberté n'est pas une faculté, un don ou un pouvoir qu'il suffirait de regarder comme tel. La liberté se conquiert et se défend. La servitude nous guette tout le temps, et il n'est pas facile d'être libre dans un monde qui combat sournoisement ce principe. D'aucuns grands hommes ont constaté que la liberté passait nécessairement par un renoncement à toute forme de privilège que la société viendrait à leur octroyer. Ils ont fait le choix de renoncer à cela. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la terrible formule de Victor Hugo, ouvrez les guillemets, « Qui n'est pas capable d'être pauvre n'est pas capable d'être libre », fermez les guillemets. Jean de La Fontaine, qui se servait d'animaux pour instruire les hommes, a eu un magnifique apologue pour illustrer cela. Il s'agit de la fable « Le loup et le chien ». Dans ce texte, le chien a fait le choix de la servitude et en échange, il est bien nourri et n'a pas besoin de courir les bois. Le loup, qui vit de chasse et qui ne peut compter que sur lui-même, est fasciné au début et demande au chien ce qu'il lui faudrait faire pour être aussi gras que lui. Nous citons « Presque rien, dit le chien, donner la chasse aux gens, portant bâton et mendiant. Flatter ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons, os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. » Fin de citation. Chemin faisant, le loup constate que le col du chien est pelé, car ce dernier demeure une partie de la journée attaché. Le loup s'en offusque, et la fable finit en ces termes. Ouvrez les guillemets. « Attaché, dit le loup, vous ne courez donc pas, où vous voulez? Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que, de tous vos repas, je ne veux en aucun sorte, et ne voudrais pas même à ce prix, un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. » Fermez les guillemets. Le dernier vers de cette fable est lumineux. En effet, le loup demeure libre jusqu'à aujourd'hui grâce à son renoncement à la servitude. Bien entendu, l'homme le dénigre tous les jours, car l'homme par nature aime dominer à toutes les échelles de la société. On le voit, le prix de la véritable liberté est cher, et ce choix engage celui qui l'effectue. Dans notre fable, le chien fait le choix de la servitude et le loup celui de la liberté, et les deux animaux cousins assument. Étrange paradoxe dans lequel pourrait entrer la formule de Sartre, ouvrez les guillemets, « L'homme est condamné à être libre », fermez les guillemets. En effet, pour Sartre, tout relève du choix, donc de la liberté. Il n'y a pas d'excuse possible. Et la terrible formule arabe « maktoub », laquelle au fil des époques a été vidée de sa subsistance pour se muer en une formule de lâche renoncement, n'a plus lieu d'être ici. Et Romain Rolland avait raison. Ouvrez les guillemets, « La fatalité, c'est l'excuse des âmes sans volonté. » Fermez les guillemets. Même ceux qui renoncent à leur liberté en laissant les autres choisir pour eux-mêmes font le choix de ne pas choisir. Évidemment, la formule de Sartre est à comprendre selon son contexte exact, mais sa portée est universelle. Je voudrais à présent revenir à tes remarques sur les loisirs de cette société, qui constituent un frein au véritable déploiement de la liberté individuelle. Tu tires à boulet rouge sur 68, mais cette date n'est qu'une cassure dans l'histoire d'une société dont les fissures se voyaient déjà un siècle auparavant, et ce dès le lendemain de la révolution bourgeoise de 1830. Nous sommes bel et bien dans un état d'asservissement volontaire, et Hannah Arendt constate dans La crise de la culture en 1972 que, ouvrez les guillemets, « La société de masse ne veut pas la culture, mais les loisirs, et les articles offerts par l'industrie des loisirs sont bel et bien consommés par la société comme tous les autres objets de consommation. » Fermez les guillemets. Le mot-clé semble être donc la culture,
Et en même temps, il est étonnant de constater combien ce même terme est galvaudé aujourd'hui, au point où toute cette fameuse culture dont on parle n'est en réalité qu'un univers de loisirs qui ne servent pas l'homme dans sa conquête de liberté, mais le conduisent au contraire à obéir de plus en plus à une logique de consommation qui ne connaît pas la satiété. Mais peut-être qu'il faudrait, au milieu de ce tableau d'obscurs constats, revenir à Sénèque, pour qui une lecture active des philosophes constitue un enrichissement certain de sa culture, pour enfin aller au-delà à la conquête de sa véritable liberté. Permets-moi de le citer longuement ici dans son œuvre de la brièveté de la vie. Ouvrez les guillemets. Seuls entre tous sont gens de loisirs ceux qui consacrent leur temps à la sagesse. Seuls ils vivent. Et non seulement ils protègent leur propre vie, mais à leur siècle ils ajoutent tous les siècles. Toutes les années qui se sont écoulées avant eux leur sont acquises. Ne soyons pas ingrats. C'est pour nous que sont nés les créateurs célèbres des saintes doctrines. Ils ont préparé notre vie. C'est par le travail d'autrui que nous sommes conduits jusqu'aux réalités les plus belles qu'ils ont fait passer des ténèbres à la lumière. Aucun siècle ne nous est interdit. Nous avons accès à tous. Et si, en agrandissant notre âme, nous pouvons sortir des limites étroites imposées à la faiblesse humaine, nous disposons d'une vaste durée à travers laquelle nous étendre. Nous pouvons discuter avec Socrate, douter avec Carnéade, vivre en repos avec Épicure, vaincre la nature humaine avec les stoïciens, la dépasser avec les cyniques, puisque par la nature des choses, nous pouvons pareillement accéder à la communauté qui dure à travers les siècles. Pourquoi, hors de notre durée passagère si courte et si fragile, ne pas nous donner de toute notre âme à ces pensées infinies, éternelles, et que nous avons en commun avec les meilleurs des hommes? Fermez les guillemets. Sofiane Méziani, tu as dans ton analyse mis le doigt sur deux philosophes qui figurent parmi les plus grands penseurs de la liberté, Rousseau et Sartre. Tu le fais bien, car ne point les convier à l'inauguration de ce chapitre, c'est faire l'économie des lanternes les plus à même de nous éclairer sur le sujet. Je te propose donc ici de déployer succinctement leur conception de la liberté. Dans sa notoire conférence donnée à Paris en 1943, retranscrite sous le titre « L'existentialisme est un humanisme », Sartre esquisse de façon simple et accessible les contours du courant existentialiste en postulant comme principe premier l'idée que l'existence précède l'essence. C'est-à-dire, comme le note Lasovski dans son introduction à Jean-Paul Sartre, que la subjectivité se choisit et que l'existence s'invente. Une liberté au fond qui confère à l'homme un réel pouvoir de créativité. Selon l'auteur de La nausée, l'homme en effet n'est pas déterminé a priori. Il n'est pas prisonnier d'une essence, ni n'est défini par son milieu social ou par son sexe. C'est en quoi l'existentialisme est à la fois contre le racisme, car une race ne définit pas l'homme au préalable. D'ailleurs, Sartre accompagnera l'ensemble des mouvements anticolonialistes, malgré son stalinisme avéré. Et contre le sexisme, car il n'existe pas d'essence masculine ou féminine. De là découle le féminisme militant de Simone de Beauvoir, concubine de Sartre, selon laquelle on ne naît pas femme, on le devient. La femme n'est donc pas déterminée à faire la cuisine, et si elle doit être représentée dans n'importe quelle structure, c'est en tant qu'être humain, non en tant que femme. Au préalable, disions-nous, rien, selon Sartre, ne conditionne l'être humain. Il est néant, et donc en projet. Il est dans un premier temps absolument libre, et c'est cette liberté qui, en second lieu, lui permet de définir lui-même son essence. Il n'est par conséquent rien d'autre que ce qu'il se fait. C'est d'ailleurs ce vertige de la liberté où tout est possible, où tout s'offre à l'homme, que Sartre appelle la nausée. Cette conception de la liberté marque, soit dit en passant, un point de rupture avec les théories d'inspiration marxiste, notamment celle de Bourdieu, qui au contraire considère l'histoire et la sociologie comme étant déterminantes dans les choix, même les plus quotidiens de l'individu. Il faut préciser cependant que Sartre établit une distinction entre situation et détermination. On est certes dans une situation, par exemple bourgeoise, mais celle-ci ne détermine pas forcément nos choix et nos aspirations. On peut être issu d'un milieu ouvrier et être de droite, au même titre qu'on peut évoluer dans un milieu bourgeois et être de gauche.
Sartre refuse tout simplement de voir dans l'histoire et la sociologie les seuls paramètres configurant les choix de l'être humain. L'homme doit être libre d'inventer sa vie selon sa propre volonté, au-delà de son ancrage socio-culturel. Par ailleurs, Sartre qualifie de mauvaise foi celui qui tente à confondre sa détermination avec sa situation. Dans L'être et le néant, il offre un exemple éloquent, celui du garçon de café pour illustrer son propos. Ouvrez les guillemets. Considérons ce garçon de café. Il a le geste vif et appuyé, un peu trop précis, un peu trop rapide. Il vient vers le consommateur d'un pas un peu trop vif. Il s'applique à enchaîner ses mouvements comme s'ils étaient des mécanismes se commandant les uns aux autres. Sa mimique et sa voix même semblent des mécanismes. Il joue à être garçon de café. Fermez les guillemets. Dans ce passage, toute la mauvaise foi du garçon de café se situe dans la récurrence du trop. Il s'efforce d'épouser dans les moindres gestes son concept, de s'ajuster à une essence. Il en fait donc trop, il est dans l'excès, il cherche à se dédoubler et de ce fait nie sa propre liberté. Il faut noter au passage que chez Sartre, la notion de liberté est étroitement liée à celle de responsabilité. Ouvrez les guillemets. L'homme authentique, fermez les guillemets, est celui qui assume ses choix et sa liberté et qui se détermine indépendamment de sa situation. Dire que l'homme est responsable de ce qu'il est, faut-il préciser, ne signifie pas qu'il est responsable de sa stricte individualité, explique Sartre, mais qu'il est responsable de tous les hommes. En se choisissant, il choisit tous les hommes. On retrouve à ce propos cette notion de responsabilité étroitement liée à la liberté dans une métaphore du prophète. Sur lui, bénédiction et salut de Dieu. Ouvrez les guillemets. Vous êtes tous des bergers. Aussi êtes-vous responsables de vos troupeaux. Fermez les guillemets. Quant à celui qui cache sa liberté en invoquant des excuses déterministes, est un lâche. Et celui qui le fait en prétendant que son existence est une nécessité, est un salaud. Entre guillemets. Dans son roman La nausée, par exemple, lorsque Roquentin contemple la pièce d'un restaurant, il éclate de rire. C'est une farce, lance-t-il à tous ceux qui tentent d'ajuster leur être à leur statut social, qui autrement dit nient leur liberté en restant prisonniers de leur ancrage historico-socio-culturel. Cette conception existentialiste de la liberté, on la retrouve déjà chez Rousseau dans Le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Nous citons. Pourquoi l'homme seul est-il sujet à devenir imbécile ? N'est-ce point qu'il retourne ainsi dans son état primitif et que, tandis que la bête, qui n'a rien acquis et qui n'a rien non plus à perdre, reste toujours avec son instinct, l'homme reperdant par la vieillesse ou d'autres accidents tout ce que sa perfectibilité lui avait fait acquérir, retombe ainsi plus bas que la bête. Fin de citation. Pour Rousseau, ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est la perfectibilité. L'être humain possède cette faculté de se perfectionner, cette capacité d'évoluer et surtout de s'arracher au code de la nature et de l'histoire, contrairement à l'animal qui reste enfermé dans un déterminisme naturel. Ouvrez les guillemets. La nature seule, constate Rousseau, fait tout dans les opérations de la bête, au lieu que l'homme concourt aux siennes en qualité d'agent libre. L'un choisit ou rejette par instinct et l'autre par un acte de liberté. Fermez les guillemets. La perfectibilité est en quelque sorte synonyme de progrès. Évitons toute confusion cependant, car Rousseau ne fait aucunement l'apologie du progrès qui, à ses yeux, menace la bonté naturelle de l'homme, en le livrant à toutes sortes d'excès. Ouvrez les guillemets. La volonté, écrit-il dans une belle joute littéraire, parle encore quand la nature se tait. Fermez les guillemets. C'est sans doute en faisant référence consciemment ou pas à ce type de progrès, sans émettre toutefois les réserves rousseauistes, et particulièrement à cette conception sartrienne de la liberté qu'on justifie aujourd'hui, des projets comme le mariage pour tous, le genre, et toutes les lois qui tendent à faire éclater le noyau familial, qu'on encourage sans limite la consommation immodérée, qu'on suscite les désirs même les plus vils. L'être humain doit ainsi pouvoir choisir librement son mode de vie, et même déterminer sa sexualité sans être conditionné par un quelconque logiciel, qu'il soit naturel, culturel ou historique.
Et le marché est là pour offrir une panoplie de choix répondant aux besoins de cette liberté exacerbée. Il faut encourager la liberté pour alimenter le marché, libérer les mœurs, supprimer les barrières socio-historiques, s'émanciper des traditions culturelles et religieuses pour mieux consommer. Cette liberté totale attribuée à l'être humain donne un vertige d'un autre genre, celui de la chute, du déclin. En voulant arracher l'homme à son histoire, on en vient à l'emprisonner derrière les murs du progrès. Dans tout cela, c'est l'illusion qui l'emporte. On nous arrache au silence de la nature pour nous enfermer dans le bruit du capitalisme. À l'école de la mondialisation libérale, le règlement est clair. Quand le marché s'exprime, la nature doit se taire. Fini l'époque de Sénèque. Au fond, on n'a fait que modifier les paramètres configurant les choix de l'homme, en suscitant en lui un sentiment illusoire de liberté pour une nouvelle forme de soumission, un esclavage moderne, consenti, plus doux, plus dangereux. On a changé de cellule, on n'est pas sorti de prison. Là où il y a des contraintes, il n'y a pas de liberté. Mais là où il n'y a pas de limite, il n'y a pas de liberté non plus. Point de liberté sans régulateur, sans harmonie. Abderrahim Bouzelmat. En effet, on peut considérer que le libéralisme tel que nous le connaissons a accouché d'une liberté exacerbée, se muant en un fatal individualisme qui mine la société et fait tout voler en éclats jusqu'à la structure familiale. Constat affreux que les plus enthousiastes défenseurs d'une liberté radicale et sans limite ne peuvent remettre en cause. On a fait croire que la liberté consistait en une recherche accrue de plaisir personnel en repoussant à chaque fois les limites pour envisager ensuite leur suppression. On y est parvenu, mais on est toujours aussi malheureux que jadis, et naguère si ce n'est plus, car en s'isolant, on s'est blessé avec les armes aiguisées pour notre propre défense, faute d'avoir su nous en servir. Je suis d'accord que la liberté doit d'abord être regardée comme une responsabilité et un devoir. Être libre, c'est sans contrainte, participer sincèrement à une œuvre collective ayant pour visée le bonheur de tous. Je crois qu'Alexis de Tocqueville a bien envisagé dans son œuvre phare de la démocratie en Amérique les travers d'une démocratie qui ferait de la liberté un moyen d'aliénation pour le peuple. Relisons-le, au moins l'introduction. Un peu plus tôt dans l'histoire, Jean-Pic de la Mirandole annonce comme marque supérieure de l'homme dans un extrait de La dignité de l'homme, publié en 1486, le fait qu'il pouvait choisir par son propre arbitre sa destinée. Il qualifie l'homme de plus heureux des êtres vivants, et par conséquent le plus digne d'admiration, supérieur même aux anges. L'homme n'étant limité par aucune borne, se définit lui-même par son propre arbitre. Grâce à cela, et suivant l'usage qu'il fait de sa liberté, il pourrait dégénérer en forme inférieure comme celle des bêtes ou atteindre des formes supérieures qui sont divines. On le voit donc, tout le problème posé ici par Jean-Pic de la Mirandole nous frappe de plein fouet en notre siècle, où les usages extrêmes de la liberté ont élevé certains au rang d'esprit céleste, tout en faisant descendre d'autres au rang de vulgaires bêtes dressées. Toutefois, cette pensée de l'un des plus brillants auteurs de la Renaissance occidentale avait déjà été dans la bouche d'Aristote, lequel, certes tout en ignorant la notion de libre arbitre, évoque dans son Éthique à Nicomaque l'homme comme étant un être qui agit toujours de manière totalement libre. L'homme possède donc un pouvoir qui est celui de choisir, et ce choix doit à tout instant être guidé par la raison. Toujours dans cette même œuvre, il trace une ligne rouge entre ce qu'il appelle l'acte volontaire, qui peut être une action d'un animal ou d'un enfant, et le choix qui n'est pas une chose commune à l'homme et aux êtres dépourvus de raison, différenciant également le choix, qui porte sur les choses qui dépendent de nous, du souhait, qui se pose sur quelque chose d'impossible, comme l'immortalité par exemple. Enfin, expliquant que le souhait porte surtout sur la fin et que le choix concerne surtout les moyens qui pourraient nous faire parvenir à cette fin, Aristote cite en exemple la bonne santé qui est une fin et les moyens pour y parvenir qui relèveraient plutôt du choix. L'ancien élève de Platon montre que ce même choix se partage selon le bien et le mal, et cela détermine notre qualité morale. Toute la liberté de l'homme peut être donc dans le choix, et ce choix est impossible à fuir, car
tout acte, jusqu'à celui de l'ignorance, car on peut faire le choix d'ignorer un sujet en délaissant le livre qui le traite par exemple, ou de la maladie, en refusant par exemple les exercices ou les médicaments qui peuvent le contrarier, et opérer de manière volontaire. Voilà ce qui éclaire davantage la formule sartrienne citée plus haut. Aristote précise encore que le fait de commettre un acte injuste, en l'absence de la contrainte ou de l'ignorance, engage forcément son auteur sur la voie d'un homme injuste. Dans un extrait de la critique de la raison pratique en 1788, Emmanuel Kant montre à son tour que la loi morale qui est en chacun de nous et qui nous conduit à des obligations de conscience prouve notre liberté de la volonté. Nous pouvons dire que la philosophie kantienne est ici un prolongement de ce qu'avait annoncé Aristote. En effet, Kant montre que face à un ardent désir, il y a possibilité de résister ou de succomber. La résistance est toujours possible, même lorsqu'elle peut entraîner la mort, et relève d'une loi morale qui doit toujours guider l'homme dans ses choix. Il explique en même temps que le contentement des désirs ne peut jamais régler le problème de ces mêmes désirs, car une fois ces derniers satisfaits, il en apparaît toujours d'autres plus grands. La raison doit donc guider les agissements de l'homme et battre en brèche les penchants au plaisir pour éduquer vers plus de justice et de loi morale. On trouve chez Kant une maxime à partir de laquelle se déploie sa pensée. Il affirme, ouvrez les guillemets, « Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse toujours valoir en même temps comme principe d'une législation universelle. » Fermez les guillemets. Kant montre ici que pour savoir si une action est bonne ou pas, il faudrait l'universaliser, à savoir la projeter dans une vision universelle dont l'action serait aux mains de tout un chacun. Si cet acte est universalisable, c'est-à-dire une fois étendu au monde qui nous entoure demeure une bonne chose pour la cause humaine, alors cette action est digne d'être soutenue. Si, au contraire, elle est perversité et destruction, alors il faudrait s'en écarter et dresser devant elle les remparts de la loi morale. Et c'est là que s'exerce tout particulièrement la liberté humaine qui pourrait engendrer sur le monde, dont l'homme est le principal acteur, la préservation ou tous les maux dont certains nous sont désormais connus. Ces deux visions de la liberté chez Aristote et Kant peuvent être vues dans un rapport de complémentarité. La liberté fait de l'homme un être responsable de ce qu'il a entre les mains, à savoir la responsabilité du monde. Et l'homme ne peut en aucune manière fuir cette responsabilité. L'action, tout comme l'absence d'action, relève du choix et ont des effets immédiats sur l'environnement qui nous accueille. Tu as évoqué plus haut la notion de responsabilité chez Sartre. Elle vient rejoindre donc celle d'Aristote, de Pic de la Mirandole et de Kant. Toujours dans son discours « L'existentialisme est un humanisme », publié au sortir de la guerre en 1946, Sartre met en lumière l'une de ses notions clés, à savoir la condamnation de l'homme à être libre. Ouvrez les guillemets. Nous sommes seuls, sans excuse. C'est ce que j'exprimerai en disant que l'homme est condamné à être libre. Condamné parce qu'il ne s'est pas créé lui-même, et par ailleurs cependant libre, parce qu'une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait. Fermez les guillemets. Les problèmes écologiques n'étaient pas connus du temps d'Aristote, de Pic de la Mirandole, de Kant ou même de Sartre. Mais les avertissements sur la responsabilité de l'homme face à ces actes que mettent en avant ces quatre philosophes de temps et d'espace différents n'ont jamais eu autant de pertinence à l'heure où l'existence même de l'homme est menacée à cause de ses excès, de la mauvaise gestion de sa liberté et de son absurde rapport au monde. La responsabilité qu'il a entre les mains n'aura jamais été aussi grande, et sa lâcheté de même n'aura jamais été aussi éclatante. Quand les philosophes parlent de la responsabilité de tout un chacun, les hommes de notre siècle se jettent mutuellement la responsabilité pour se dédouaner d'un devoir qui a pour finalité le prolongement même de la survie de leur espèce et de toutes les autres espèces sur cette planète. Il fut un temps où la liberté de l'homme consistait à dire « non ». Il me semble que c'est toujours le cas. Il s'agit aujourd'hui, pour déployer sa liberté, d'entrer en conflit avec notre monde, car le modèle imposé est rarement celui de la dignité. Nous sommes guidés dans notre façon d'agir, dans nos gestes jusqu'à notre discours. Tout est robotisé et les excès de consommation sont autant de restrictions à notre marge de manœuvre. Nous avons sans cesse peur de perdre ce que nous venons d'acquérir,
même si cela n'apporte pas plus de bonheur qu'avant de l'avoir eu. Je mets en avant le problème écologique, car il est le plus urgent et parce qu'également tous les autres excès convergent vers cet abîme dont on ne mesure pas encore la profondeur. Si nous ne faisons pas immédiatement de notre responsabilité un devoir crucial, les réactions en chaîne dans les années à venir pourraient être terribles. Les discours des spécialistes que l'on ne rencontre que dans certaines revues spécialisées en salle d'attente chez nos médecins devraient constituer des objets d'étude prioritaires. Mais l'information est également un devoir, et notre liberté consiste à aller la chercher. Mais le problème est que trop souvent encore, les mauvais citoyens que nous sommes faisons le choix de l'éviter là où elle se trouve. Il est temps d'aborder le problème dès à présent, car un jour ou l'autre, il nous barrera la route, et il sera trop tard pour revenir sur ses pas. Notre système n'a plus pour obsession que la surveillance toujours plus accrue du citoyen sous couvert de sécurité, jetant la suspicion et dissuadant l'action. Les chaînes d'information en continu traumatisent l'individu et lui expliquent en arrière-fond que sa situation est bien plus confortable que celle des 3/4 de la planète, l'invitant à s'intéresser plutôt aux résultats de football qui referment les informations et surtout à protéger ceux qu'il a. Finalement, les livres de George Orwell n'auront jamais été autant d'actualité. Dans les dernières lignes de son Aden Arabi, Paul Nizan laisse exprimer la fougue de sa jeunesse. Parfois, il me prend envie d'apprendre ces 2 dernières pages comme on apprendrait un texte sacré. À 23 ans, Paul Nizan avait tout compris, et ses paroles qui semblent effrayantes sont pleines d'amour. Relisons-les. Ouvrez les guillemets. Ayons le cœur d'être grossiers. Que l'esprit de finesse aille rejoindre les drapeaux et les grands hommes de la guerre dans les collecteurs des égouts. Il n'existe que 2 espèces humaines qui n'ont que la haine pour lien, celle qui écrase et celle qui ne consent pas à être écrasée. Il n'y a jamais eu de traité de paix, il n'y a que la guerre. Je vais vivre parmi mes ennemis, constamment, c'est-à-dire non passivement, mais sans laisser le temps m'endormir du bruit paresseux et aimable de son cours, avec patience, attention et colère. On raconte que dans certaines cités grecques, les oligarques prêtaient ce serment. Je serai l'adversaire du peuple et je lui ferai au conseil tout le mal que je pourrai. Laisserez-vous vos ennemis prêter seuls pareil serment? Que pas une de nos actions ne soit pure de la colère. Les loisirs pour respirer, les vacances de la nuit sont des heures perdues, des retards dans le combat. L'amour seul est aussi un acte de révolte. Ils écrasent l'amour. Il ne faut plus craindre de haïr. Il ne faut plus rougir d'être fanatique. Je leur dois du mal. Ils ont failli me perdre. Fermez les guillemets. Le combat pour notre liberté à sauver notre monde oppose pour le moment, et dans un combat tellement déloyal, des industries monstrueusement armées de toutes sortes de propagandes ravageuses, à quelques marginaux qui croient encore en l'avenir de l'espèce humaine. La partie n'étant pas tenable pour ces derniers, l'issue de la bataille ne fait aucun doute, et le monde est prêt de basculer. L'homme, dès l'âge de raison, doit donc entrer en conflit contre un système dont il ne voit ni la tête ni la queue, mais qu'il doit pourtant vaincre. Ce sera salutaire pour lui, et ce sera là la plus belle expression de sa liberté. Il est vraiment temps que l'homme revienne à la raison.